Des astronomes viennent d'annoncer qu'ils pensent avoir trouvé des signes de vie sur une planète située en dehors de notre système solaire. Ce monde lointain, baptisé K2-18b, se trouve à environ 124 années-lumière, dans la constellation du Lion. De quel type de vie s'agit-il? De petits hommes verts? De créatures tentaculaires aux allures de pieuvres? Eh bien, pas exactement. Commençons par définir ce qu'est la vie. C'est ce qui distingue les animaux et les plantes de la matière inorganique, comme la capacité de croître, de se reproduire et de changer. Maintenant, de quoi avons-nous besoin pour soutenir la vie? Si vous pensez à l'eau, vous avez raison. Les scientifiques pensent que K2-18b pourrait être recouverte d'océans, et si c'est le cas, elle pourrait abriter de minuscules formes de vie, des sortes de microbes. Des chercheurs britanniques et américains ont utilisé le télescope spatial James Webb pour observer l'atmosphère de cette planète. Ils ont trouvé des traces de deux substances chimiques très particulières. Sur Terre, seuls les êtres vivants peuvent produire ces substances. Et les êtres vivants dont je parle sont principalement de minuscules plantes océaniques appelées phytoplancton. En résumé, cette planète pourrait bien abriter des formes de vie sous forme d'algues. Bien sûr, les scientifiques ont encore besoin de preuves solides avant de se réjouir. Nous devons garder à l'esprit qu'il est possible que ces composés chimiques aient été créés par quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Pas nécessairement par des êtres vivants, mais tout de même. K2-18b est une planète imposante. Elle est plus de 8 fois plus lourde que la Terre et environ 2,5 fois plus grande. Ce qui la rend encore plus intéressante, c'est qu'elle se trouve dans la zone habitable autour de son étoile. Cela signifie qu'il n'y fait ni trop chaud ni trop froid. Juste ce qu'il faut pour que l'eau liquide puisse exister. Ce qui est essentiel à la vie, telle que nous la connaissons. Les astronomes étudient les planètes lointaines comme celle-ci en observant les variations de la lumière lorsqu'elle passe devant leur étoile. Cela leur permet de déterminer quel type de gaz se trouve dans leur atmosphère. En 2023, le télescope spatial James Webb a détecté du méthane et du dioxyde de carbone dans l'atmosphère de la planète dont nous parlons. Il s'agit de molécules à base de carbone, et c'était la première fois qu'elles étaient détectées sur une planète située dans la zone habitable d'une étoile. Les scientifiques ont également détecté le faible signal d'une substance chimique appelée DMS, qui est principalement produite par de minuscules organismes marins ici sur Terre. Ils ont donc de nouveau pointé le télescope vers la planète, en utilisant cette fois-ci un instrument capable de capter davantage de détails lumineux. Et ils ont trouvé des signes beaucoup plus nets de DMS et de certains composés chimiques apparentés. Cependant, ces signaux ne sont pas encore assez puissants. Ils n'ont pas atteint le niveau 5 sigma, un paramètre utilisé par les scientifiques pour confirmer leur découverte. De plus, même si ce DMS est bien présent, cela ne signifie pas automatiquement qu'il y a de la vie. Les scientifiques ont déjà trouvé du DMS sur une comète. Cela signifie qu'il peut être produit sans qu'aucune forme de vie n'intervienne dans le processus. Et pourtant, la quantité de cette substance sur K2-18b semble bien supérieure à tout ce qui a été observé sur Terre. C'est pourquoi certains astronomes sont convaincus qu'il provient d'un organisme. K2-18b est l'une des principales candidates pour ce que les scientifiques appellent une planète-océan. Ce terme désigne un monde vaste et aquatique doté d'une atmosphère riche en hydrogène. Ce n'est pas le genre d'endroit où vivraient des civilisations extraterrestres comme dans les films. Mais il pourrait abriter de minuscules formes de vie, comme les microbes qui peuplèrent les océans de la Terre il y a des milliards d'années. Une fois encore, tout le monde ne s'accorde pas sur le caractère réellement hospitalier de K2-18b. Certains scientifiques pensent également que les planètes de ce type sont peut-être trop proches de leur étoile pour conserver de l'eau à l'état liquide. K2-18b orbite autour de son étoile tous les 33 jours, ce qui est assez rapide, et pourrait signifier qu'il y fait trop chaud. C'est pourquoi certains experts affirment que même si la planète contient de l'eau, celle-ci pourrait être en ébullition. Ou peut-être ne s'agit-il pas d'eau, mais d'océans de lave. Cependant, la plupart des scientifiques s'accordent sur un point. Il convient d'attendre et de voir. Avec seulement 16 à 24 heures supplémentaires d'observation au télescope, les astronomes pourraient enfin confirmer ce qu'ils ont vu. Cela pourrait se produire dans les prochaines années. Et même s'il s'avère que K2-18b n'est pas le monde que nous recherchons, nous nous en approchons. Grâce à des télescopes puissants comme James Webb et à d'autres qui verront le jour à l'avenir, nous pourrions être en mesure de répondre à la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. Parallèlement, certains endroits de notre propre système solaire, comme Mars, Vénus ou Encelade, la Lune de Saturne, pourraient offrir de bonnes conditions pour le développement de la vie. Nous pourrions également continuer à explorer d'autres mondes prometteurs,
comme Proxima Centauri b, l'exoplanète la plus proche que nous connaissons. Elle se trouve à seulement 4,25 années-lumière de nous, et orbite autour d'une petite étoile appelée Proxima Centauri, dans sa zone habitable. Cette planète est un peu plus grande que la Terre, ce qui en fait une super-Terre. C'est ainsi que nous appelons les exoplanètes plus grandes que la nôtre, mais beaucoup plus petites que les géantes gazeuses comme Neptune ou Jupiter. Proxima Centauri b est un monde qui se déplace rapidement. Il ne lui faut que 11 jours pour faire le tour de son étoile. Les scientifiques pensent que Proxima Centauri b pourrait avoir une surface rocheuse, ce qui est un signe encourageant pour la présence éventuelle de formes de vie. D'un autre côté, son étoile l'expose à un rayonnement ultraviolet intense. Celui-ci a peut-être déjà détruit son atmosphère, si tant est qu'elle ait jamais existé. L'habitabilité de ce monde reste donc une grande inconnue. Nous avons ensuite TRAPPIST-1e, une autre planète prometteuse similaire à la Terre. Elle fait partie des 7 planètes rocheuses qui orbitent autour d'une petite étoile froide appelée TRAPPIST-1, située à environ 39 années-lumière. Découverte en 2017, elle pourrait être l'un des endroits les plus prometteurs pour découvrir de la vie en dehors de la Terre. Cette planète est en réalité un peu plus petite que la Terre, avec une masse équivalente à environ la moitié de celle de notre planète. Elle effectue une orbite autour de son étoile en seulement 6,1 jours, ce qui est extrêmement rapide par rapport à nos 365 jours. La taille et la densité de la planète suggèrent qu'elle possède une surface rocheuse, ce qui est un autre facteur clé lorsqu'on parle d'habitabilité. Même si TRAPPIST-1e est très proche de son étoile, celle-ci est assez faible et froide, de sorte que la planète pourrait avoir un climat stable, similaire à celui de la Terre. Certains scientifiques pensent même qu'elle pourrait contenir plus d'eau que notre boule bleue. Passons maintenant à Kepler 186f, située à environ 500 années-lumière. Il s'agit de la première planète de la taille de la Terre découverte dans la zone habitable d'une autre étoile. Elle orbite autour d'une naine rouge, un type d'étoile qui brûle moins et vit beaucoup plus longtemps que notre Soleil. Cela signifie que Kepler 186f pourrait bénéficier de conditions stables pendant des milliards d'années, laissant ainsi à la vie tout le temps nécessaire pour se former et évoluer. La planète ne reçoit qu'environ un tiers de la lumière solaire que reçoit la Terre, elle serait donc probablement plus froide, mais suffisamment chaude toutefois pour empêcher l'eau de geler. Elle semble également être une planète rocheuse, tout comme la Terre, ce qui augmente ses chances d'abriter la vie. Que diriez-vous de visiter LHS 1140b, située à environ 40 années-lumière? Cette planète a une masse environ 5,6 fois supérieure à celle de la Terre. Les scientifiques pensent qu'elle est rocheuse et qu'elle possède peut-être une atmosphère épaisse, ce qui est très important. Une telle atmosphère peut retenir la chaleur, maintenir des températures stables et empêcher l'eau de s'échapper dans l'espace. Ce monde orbite autour d'une étoile naine rouge relativement calme. Il n'est donc pas constamment frappé par des éruptions solaires nocives comme le sont certaines autres exoplanètes. Certaines études suggèrent même que LHS 1140b pourrait être un monde océanique, avec beaucoup d'eau. C'est donc l'une des planètes les plus intéressantes que nous ayons découvertes dans notre voisinage. Enfin, nous avons Gliese 12b, que les astronomes appellent ExoVénus. Elle se trouve à 40 années-lumière de la Terre. Ce monde a à peu près la taille de Vénus et orbite autour d'une étoile naine rouge froide. Il lui faut un peu moins de 13 jours pour effectuer une orbite complète. La température sur la planète est d'environ 42 degrés Celsius, ce qui est assez chaud, mais tout de même acceptable pour la vie. Ce qui rend Gliese 12b si intéressante, c'est qu'elle pourrait nous aider à comprendre comment les planètes de la taille de la Terre conservent leur atmosphère autour d'étoiles froides. C'est important, car l'atmosphère est essentielle à la présence d'eau liquide et à la protection de la vie contre les rayonnements nocifs. Selon certains chercheurs, Gliese 12b est l'une de nos meilleures chances de comprendre si des planètes comme celle-ci peuvent rester habitables. Voyons voir, il y a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Phaéton, Jupiter. Attendez, quoi? Phaéton? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Au début du 19e siècle, la ceinture d'astéroïdes n'avait pas encore été découverte. En 1801, un homme appelé Giuseppe Piazzi repéra le plus grand astéroïde du système solaire, Cérès. À cette époque, les gens croyaient qu'il y avait une planète en orbite entre Mars et Jupiter, et Cérès semblait correspondre à cette description. Mais l'année suivante, un autre astronome, Heinrich Olbers, trouva un autre corps céleste qui suivait une orbite similaire.
Il s'agissait d'un astéroïde que l'on baptisa plus tard Pallas. Cette découverte aida Olbers à comprendre que ces deux objets spatiaux pouvaient être les fragments d'une planète. La découverte de deux autres astéroïdes, Vesta et Junon, sembla confirmer cette théorie. On pensait que cette planète, qui fut nommée Phaéton au XXe siècle, était apparue peu après la formation du système solaire et avait ensuite été détruite. Ces débris auraient formé la ceinture d'astéroïdes. L'idée d'Olbers reçut le nom de théorie de la perturbation. Pour les astronomes de l'époque, il semblait évident que la planète avait un jour heurté un grand objet spatial, ce qui avait entraîné sa disparition. La candidate la plus probable était Némésis, une hypothétique naine rouge ou brune en orbite autour de notre Soleil. Selon une autre théorie, Phaéton aurait subi un cataclysme interne qui l'aurait désintégré. Une autre idée encore, Phaéton se serait un peu trop approché de Jupiter et aurait été déchiqueté par l'immense gravité de la géante gazeuse. Aujourd'hui, cependant, les astronomes ne croient plus à la théorie d'Olbers. Une nouvelle idée l'a remplacée. Elle était connue sous le nom de théorie de l'accrétion. Elle affirme que la ceinture d'astéroïdes est tout ce qui reste du disque protoplanétaire. Ce disque aurait initialement orbité autour du Soleil, avant même la formation des planètes. Malheureusement, en raison des forces gravitationnelles de Jupiter, il n'a jamais réussi à se transformer en planète. Mais c'est quoi cette ceinture d'astéroïdes dont on ne cesse de parler? Cette région se situe entre les orbites de Jupiter et de Mars. On y trouve des tonnes d'astéroïdes et même des planètes mineures. Certaines d'entre elles peuvent parfois migrer ou être projetées hors de la ceinture d'astéroïdes vers le système solaire externe. Les 4 plus grands astéroïdes de cette zone sont Cérès, Vesta, Pallas et Hygie. Ils représentent la moitié de la masse de toute la ceinture. Quant au reste de la masse, elle est constituée d'innombrables corps plus petits. Dans de nombreux films de science-fiction sur l'espace, le personnage principal pénètre dans une ceinture d'astéroïdes et doit faire de gros efforts pour slalomer entre les innombrables rochers qui menacent de détruire son vaisseau spatial. Eh bien, sachez que cela n'a rien à voir avec la réalité. Même s'il y a des milliers d'astéroïdes dans cette région, ils sont si espacés que le risque de collision est quasi nul. Mais bon, c'est du cinéma, après tout. Quoi qu'il en soit, lorsque la ceinture d'astéroïdes s'est formée, certains objets ont commencé à se rassembler et à former ce que nous appelons des protoplanètes. Mais l'attraction gravitationnelle causée par la formation de Jupiter a rendu ces collisions trop violentes. Et au lieu de former de grands corps spatiaux, comme des planètes, les astéroïdes finissaient par se fragmenter. Les astronomes pensent que suite à ces collisions, plus de 99,99% de la masse initiale de la ceinture d'astéroïdes a été perdue au cours des 100 premiers millions d'années de l'histoire du système solaire. Seuls les plus gros astéroïdes ont une gravité suffisante pour avoir une forme sphérique. Les plus petits ne sont souvent que des amas de débris grossièrement solidifiés par la gravité. Et les plus petits objets de la ceinture d'astéroïdes ressemblent à de la poussière, tant ils sont petits. Tous ces objets, géants et minuscules, tournent autour du Soleil. Il existe plusieurs types d'astéroïdes, dont la composition et l'albédo, la proportion de lumière ou de rayonnement réfléchi par une surface, varient. Les principaux types sont les astéroïdes de carbone, qui ont une surface très sombre, les astéroïdes de silicium, que l'on peut aussi appeler astéroïdes de pierre, et les astéroïdes métalliques. Les deux premiers types représentent environ 75% et 17% des astéroïdes connus. Pour la première fois, la ceinture d'astéroïdes a été traversée par un engin spatial en 1972. Il s'agissait de la sonde Pioneer 10. Cet engin a permis de réfuter la théorie selon laquelle la ceinture était remplie d'une poussière capable d'endommager gravement tout le matériel à bord. Cela ne s'est pas produit et, depuis lors, 8 autres sondes ont traversé la ceinture d'astéroïdes. Et maintenant, je vais vous raconter quelques faits intéressants sur le système solaire lui-même. Essayez de compter combien de ces faits vous connaissiez déjà et écrivez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Le système solaire a l'âge stupéfiant de 4,5 milliards d'années. Les scientifiques sont parvenus à cette conclusion après avoir étudié les météorites, le matériau le plus ancien qu'ils aient réussi à trouver. Mais notre système solaire n'est pas le seul de la Voie lactée. La galaxie dans laquelle nous vivons en abrite environ 100 milliards. Tout ça pour une seule galaxie. Alors combien y en a-t-il dans tout l'univers? Notre Soleil a également une masse incroyable. En voici la preuve. 99,86%.
de la masse du système solaire est constituée par la masse du Soleil, en particulier par l'hydrogène et l'hélium qui le composent. Les 0,14% restants correspondent principalement à la masse des 8 planètes du système. Au fait, contrairement à une idée reçue, l'espace n'est pas un vide parfait. Il contient non seulement des étoiles et des planètes, mais aussi des nuages de poussière interstellaire, du plasma spatial et des rayons cosmiques, des fragments d'atomes qui viennent des confins du système solaire. Un phénomène dont les astronautes devraient se préoccuper lorsqu'ils explorent l'espace est la soudure à froid. Si 2 pièces du même type de métal se touchent dans l'espace, elles se lient et restent collées de façon permanente, un peu comme avec de la colle galaxie. Cela ne se produit pas sur Terre car l'eau et l'air maintiennent les choses séparées. Vous pouvez voir des éclipses solaires, car même si la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, elle est aussi 400 fois plus proche de la Terre. Elle est donc parfaitement capable d'obscurcir notre étoile. Mais dans 600 millions d'années, la Lune ne pourra plus bloquer complètement le Soleil en raison de l'évolution de l'orbite du satellite. Derrière l'orbite de Neptune se trouve la mystérieuse ceinture de Kuiper, remplie d'immenses objets glacés. Le plus curieux concernant cette formation spatiale est que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer le schéma de son mouvement. La seule explication qu'ils ont est que Neptune pourrait cacher une planète gigantesque. Cette planète hypothétique a déjà reçu le nom de planète 9. Et il ne nous reste plus qu'à attendre que son existence soit confirmée. Ou pas. L'océan de Jupiter est plus vaste que toutes les étendues d'eau des autres planètes du système solaire. Mais il est très différent des océans terrestres. En fait, il n'est pas constitué d'eau. Cette étendue fascinante est en réalité constituée d'hydrogène métallique, et sa profondeur est d'environ 4000 km, ce qui équivaut à peu près à la circonférence de la Terre. Les gens ont découvert les magnifiques anneaux de Saturne dans les années 1600. Mais nous savons maintenant que Saturne n'est pas la seule planète à anneaux. Toutes les planètes gazeuses géantes, Uranus, Neptune et Jupiter, ont leurs propres anneaux, mais ils sont fins et presque impossibles à voir. Quant à Mars, Vénus et la Terre, elles sont constituées de matériaux rocheux et non pas d'anneaux. Parallèlement, la Lune de Saturne, Rhea, pourrait avoir un système d'anneaux composé de 3 bandes étroites. Si les astronomes parviennent à le confirmer, ce sera la première fois que des anneaux autour d'une Lune seront découverts. Et Mars pourrait elle aussi obtenir des anneaux dans les 70 millions d'années à venir. Sa plus grande lune, Phobos, se rapproche de plus en plus d'elle. Un jour, en raison de l'attraction gravitationnelle de la planète rouge, ce satellite risque fort de se briser et de se transformer en un anneau. Il pourrait ensuite se maintenir pendant des millions d'années. Un autre fait intéressant à propos de Mars, vous avez probablement entendu parler du méthane, un sous-produit de processus naturels tels que l'activité volcanique et les flatulences bovines. Quoi qu'il en soit, ce gaz fait non seulement partie de l'atmosphère martienne, mais il est aussi la source de bien des confusions pour les astronomes. En effet, le volume de méthane sur Mars fluctue constamment, et les scientifiques n'arrivent pas à déterminer d'où il pourrait provenir. Pourrait-il y avoir de la vie sur Mars? Pourrait-il y avoir des vaches? On a découvert Kepler 22b, une petite exoplanète dans la constellation du Cygne. Cela te semble anodin? En réalité, c'est très important. C'est la première planète située dans la zone habitable qui a été découverte par le télescope Kepler. En d'autres termes, il y a peut-être de l'eau sur cette planète. Et s'il y a de l'eau, il y a peut-être de la vie. Kepler 22b pourrait devenir notre nouvelle maison. Alors, regardons-la de plus près. Il faut savoir que découvrir de nouvelles planètes n'est pas du tout facile. Toutes ne peuvent pas être vues par nos télescopes ultra sophistiqués, même par le tout-puissant Hubble. Parfois, les étoiles sont si petites et ternes qu'il est difficile de les trouver dans le ciel. C'est le cas avec Kepler 22. Les scientifiques ont dû utiliser une méthode spéciale. D'abord, ils prennent un tas de photos de l'étoile à différents moments. Puis, ils observent et se demandent s'il y a des points sombres sur cette étoile quelque part. S'ils en trouvent un, cela signifie qu'il pourrait s'agir d'une planète. Ces photos nous aident à découvrir des choses très importantes. D'abord, que la planète existe, puis sa taille, son rayon et sa proximité avec l'étoile. Et enfin, on peut étudier la question de savoir si on pourrait y vivre.
On sait désormais que Kepler 22b est très similaire à notre planète et pourrait potentiellement devenir une seconde Terre. Elle est également très proche de nous, à seulement 635 années-lumière. Certes, ça fait environ 3 quadrillions de kilomètres, mais c'est l'une des options les plus proches. Kepler 22, l'étoile de Kepler 22b, est une naine jaune. Elle est très similaire à notre Soleil. Même taille, même rayon, même son âge est presque identique, 4 milliards d'années. La différence ne réside que dans sa luminosité. Elle est environ 20% plus terne que le Soleil. Donc, tu auras beau plisser les yeux, tu ne verras pas cette étoile dans le ciel nocturne. La planète Kepler 22b est environ 2,4 fois plus grande que notre Terre. Et c'est plutôt une bonne chose. Un plus grand rayon signifie plus d'eau et d'espace potentiel pour vivre, même si aller d'une ville à l'autre prendrait un certain temps. Imagine un vol de 3 jours. On ne connaît pas la masse exacte de cette planète, mais les scientifiques pensent qu'elle est plus élevée que celle de la Terre. Elle pourrait même être jusqu'à 36 fois supérieure à celle de notre planète. Qu'est-ce que cela signifie? Une énorme gravité. Si la planète est 36 fois plus lourde que la Terre, alors la gravité y sera environ 6 fois plus forte. Tu arrives à peine à porter un sac de 10 kg de pommes de terre, alors essaie un sac de 50 kg. Sans compter que tu peux toi-même devenir beaucoup plus lourd sur cette planète. Tu devras être incroyablement musclé rien que pour marcher là-bas et aller au travail. Le pire, c'est qu'avec une telle gravité, il serait incroyablement difficile pour les plantes d'y survivre. Elles ont besoin d'au moins un peu de liberté pour s'élever du sol. Et les animaux, nos chiens et nos chats devraient se transformer en petites boules de muscles pour survivre là-bas. Mais si cette planète a déjà ses propres animaux ou d'autres habitants, nous pouvons grossièrement imaginer à quoi ils pourraient ressembler. Ils ont probablement beaucoup de jambes pour faciliter leur déplacement. Ils ne sont pas vraiment grands, mais trapus et extrêmement forts. Des sortes d'araignées géantes très musclées donc. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces informations ne sont pas confirmées. Si nous avons beaucoup de chance et que la gravité là-bas s'avère être juste un peu plus élevée que celle de la Terre, alors bien sûr, il sera beaucoup plus facile d'y vivre. On sait aussi que Kepler 22b est environ 15% plus proche de son étoile que nous ne le sommes du Soleil. Si Kepler 22b existait dans notre système solaire, elle serait située quelque part entre la Terre et Vénus. Cela signifie-t-il que nous allons tous brûler? Non. Comme dit précédemment, l'étoile Kepler 22 est plutôt froide, à peine 5600 degrés Celsius. C'est pourquoi nous pouvons supposer que les températures sur Kepler 22b sont à peu près les mêmes que celles que nous avons sur Terre. En tout cas, si la planète tourne autour de son étoile de la même façon que la Terre tourne autour du Soleil, ce que nous ne savons pas vraiment. Kepler 22b peut tourner autour de son étoile sur le côté, comme par exemple Uranus. Quoi, tu ne savais pas qu'Uranus est couché sur le côté? Et qu'elle avait aussi des anneaux? Oui, Uranus a aussi des anneaux, comme Saturne, mais ils sont verticaux. L'univers est vraiment un endroit fascinant. Bref, si Kepler 22b est similaire, alors son climat ne sera pas très hospitalier, pour le dire gentiment. Des hivers incroyablement froids seront suivis d'étés bouillants. Et comme pour les planètes en rotation synchrone, on ne pourrait vivre plus ou moins confortablement que sur l'étroite bande de terre située entre les deux hémisphères extrêmes. Espérons que ce ne sera pas le cas et que la planète tourne normalement. Mais tout n'est pas si mal. Des études montrent qu'il y a peut-être un océan sur Kepler 22b. Tu sais déjà que l'eau est synonyme de vie. Mais dans ce cas, c'est aussi un gros avantage car une planète couverte par un océan a toujours des températures plus stables. L'eau absorbe une partie de la chaleur et la répartit uniformément sur la planète. Les parties chaudes se refroidissent et les parties glacées se réchauffent. D'ailleurs, c'est exactement ce qui est arrivé à la Terre il y a des milliards d'années. Lorsque notre planète a commencé à avoir ses premières petites flaques d'eau, notre Lune bien-aimée a aidé ces flaques d'eau à se répandre sur toute la planète. Grâce à cela, le rocher incandescent qu'était notre Terre s'est transformé en une mignonne petite boule pleine de vie. Donc, si Kepler 22b a de l'eau mais pas d'atmosphère, les scientifiques pensent que la température moyenne là-bas pourrait être d'environ -11 degrés Celsius. Mais s'il y a aussi une atmosphère semblable à celle de la Terre, alors la température peut atteindre 22 degrés Celsius, ce qui serait idéal. Et enfin, une année là-bas équivaut à 290 jours terrestres, soit environ 9 mois. La planète n'a pas de satellite naturel,
Donc il faudrait malheureusement se passer de cette belle vue de la Lune. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous serions probablement capables de voir le Soleil comme une petite étoile lointaine. Nous pourrions l'admirer dans ce ciel nocturne en faisant quand même attention à ces araignées géantes. C'est tout ce que l'on sait pour le moment. Malheureusement, il est assez difficile d'explorer de telles planètes, de sorte qu'il y a encore beaucoup de données très importantes que nous ne connaissons pas. Par exemple, quel genre de planète est-ce ? Oui, il nous manque les informations les plus cruciales sur Kepler 22b. Nous ne savons pas si c'est une planète tellurique ou non. Et si ce n'est pas le cas, alors toutes les informations mentionnées précédemment ne servent à rien. Il se peut qu'il s'agisse d'une planète gazeuse, ou une planète couverte de gaz avec un noyau solide comme Neptune, ou un monde aquatique recouvert d'un océan géant. Il vaudrait mieux que ce soit une planète aquatique. Au moins, on pourrait y construire une sorte de ville sous-marine. On pourrait filtrer l'eau et manger du poisson, jusqu'à ce qu'on évolue vers une espèce amphibie. Est-ce que ce serait considéré comme une évolution si on retournait à nos origines ? Quoi qu'il en soit, les scientifiques pensent que Kepler 22b pourrait s'avérer être une planète semblable à Neptune. Certains astronomes ont même rangé la planète dans la catégorie des mini-Neptunes. Oui, c'est une vraie catégorie de planètes. Mais cela n'a pas encore été prouvé. Et même si Kepler 22b s'avère être une planète tellurique, on ne sait toujours pas à quoi ressemble l'atmosphère là-bas. Ou même s'il y en a une. Et si elle s'avérait être comme celle de Vénus, elle serait extrêmement toxique. Il faudrait alors creuser profondément sous terre pour survivre d'une manière ou d'une autre sur cette planète. Et il faudrait aussi trouver une source de chaleur, car il fait plutôt froid sous terre. Il existe de nombreuses possibilités avec Kepler 22b. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse claire. Mais espérons que les scientifiques les trouveront avant qu'on fasse embarquer les premières personnes dans des navettes et qu'on les envoie à la conquête de Kepler 22b. Ce serait gênant si elle s'avérait être une planète gazeuse ou à l'atmosphère ultra toxique. En février 2025, des scientifiques ont découvert quelque chose de bouleversant concernant l'intérieur de notre planète. Nous avons longtemps cru que le noyau interne de la Terre était une sphère solide et stable. Mais la réalité pourrait être bien différente, et quelque peu alarmante. Une récente étude suggère que la surface du noyau pourrait être en train de subir des transformations structurelles à cet instant même. Des chercheurs de l'Université de Californie du Sud ont analysé plusieurs décennies de données sismiques et ont découvert que la surface du noyau interne semble se déformer sous l'influence du noyau externe. C'est la première fois que nous observons de tels changements, et ils pourraient expliquer certaines des particularités les plus étranges de la rotation du noyau interne. Il se pourrait même que ce phénomène influence la durée des jours sur Terre. Le noyau interne de notre planète, situé à environ 5000 km sous la surface, est traditionnellement décrit comme une boule solide de fer et de nickel. Toutefois, de nouvelles données montrent que sa couche extérieure pourrait être plus malléable que nous ne le pensions. Cette découverte a été faite grâce à l'analyse des ondes sismiques provenant de séismes répétés près des îles Sandwich du Sud. Les chercheurs ont utilisé des techniques de résolution améliorées pour étudier ces signaux sismiques. Et ils ont pu observer des anomalies dans les ondes, ce qui les a conduits à une conclusion inattendue. Il doit y avoir des déformations à la surface du noyau interne. Et celles-ci pourraient être causées par des interactions violentes avec le noyau externe en fusion. Le noyau externe, lui aussi composé de fer et de nickel, mais liquide, joue un rôle très important. Il génère le champ magnétique terrestre. Auparavant, nous ne comprenions pas vraiment son impact sur le noyau interne. Mais maintenant, nous pensons que les turbulences du noyau externe perturbent la surface du noyau interne. Et cela pourrait entraîner des changements dans sa forme. Il se peut que ces perturbations expliquent le ralentissement progressif de la rotation du noyau interne. Les scientifiques l'observent depuis 2010. En surface, nous ne sommes pas capables de percevoir ces changements, mais ils pourraient avoir une influence sur la rotation globale de la Terre, ainsi que sur la durée des jours. Cette étude importante peut nous aider à mieux comprendre ce qui se passe au cœur de notre planète, comment les noyaux internes et externes interagissent et comment cela affecte le champ magnétique et le mouvement de la Terre. Évidemment, l'observation directe du noyau terrestre est impossible. C'est pourquoi les scientifiques utilisent des méthodes indirectes, comme l'analyse des ondes sismiques. Grâce à ces méthodes, nous sommes en mesure de déduire la structure et la composition du noyau. À mesure que ces ondes traversent les différentes couches, elles sont déviées ou freinées, et cela nous fournit des indices sur la nature des matériaux souterrains.
Nous faisons également des expériences en laboratoire. Là, des chercheurs reproduisent les pressions et les températures extrêmes que l'on trouve dans le noyau afin d'étudier le comportement des alliages fer-nickel. Ils utilisent des instruments sophistiqués, tels que des cellules à enclume de diamant. Celles-ci leur permettent d'étudier ces conditions extrêmes. Ensuite, il y a l'étude des météorites. Le fait est que certains d'entre eux proviennent d'astéroïdes possédant un noyau métallique similaire à celui de la Terre. Leur composition chimique nous fournit parfois des indices sur les éléments présents dans les profondeurs de la Terre. Les scientifiques créent également des modèles numériques. En combinant les données sismiques, expérimentales et géochimiques, ils sont en mesure de simuler la dynamique interne du noyau. Mais que se passerait-il si le noyau de la Terre cessait soudainement de tourner? Nous n'en savons rien, mais nous pouvons faire des suppositions. Si seul le noyau interne, solide, s'arrêtait, la réponse est, eh bien, pas grand-chose. S'il ne ralentissait pas seulement son mouvement, c'est ce qu'il fait en ce moment même, mais s'arrêter complètement, c'est la vitesse de rotation de la Terre qui en subirait les conséquences principales. Nos journées deviendraient plus longues. Avec le temps, cela pourrait affaiblir le champ magnétique de la planète. Ce qui serait une mauvaise nouvelle, mais pas aussi catastrophique que ce qui se produirait si c'est le noyau externe qui cessait de tourner. Là, les choses deviendraient vraiment sérieuses. Sans la rotation du noyau externe, la Terre perdrait complètement son champ magnétique, et la perte de ce bouclier protecteur déclencherait une réaction en chaîne désastreuse. Tout d'abord, les plaques tectoniques commenceraient à entrer en collision de manière chaotique. Imaginez-vous dans un bus au moment où le conducteur freine brusquement. Vous êtes projeté contre les autres passagers ou sur le sol. Eh bien, la planète vivrait quelque chose de similaire, mais avec les plaques tectoniques. Ces collisions violentes provoqueraient d'énormes tremblements de terre partout où se touchent les plaques, détruisant bâtiments, ponts et routes. Les systèmes de distribution d'eau et d'électricité, ainsi que les lignes téléphoniques, seraient instantanément détruits. Et ce ne serait que le début, sans le champ magnétique, les radiations cosmiques commenceraient à frapper la surface de la Terre. Ces particules à haute énergie provenant du Soleil interagiraient avec l'oxygène et l'azote de notre atmosphère, endommageant la couche d'ozone. Et encore plus de radiation atteindrait de la surface de la Terre, causant d'innombrables dégâts. Tout l'électronique tomberait en panne, les réseaux électriques s'effondreraient et les systèmes de communication seraient coupés. Mais les conséquences ne concerneraient pas seulement les humains. Toutes les formes de vie seraient en danger. De nombreux animaux, comme les oiseaux migrateurs et les tortues, s'orientent grâce au champ magnétique terrestre. Sans lui, ils seraient complètement perdus. Les oiseaux ne trouveraient plus leur chemin et les tortues seraient incapables de savoir où se trouvent les plages où elles pondent leurs œufs. Heureusement, nous n'avons pas d'inquiétude à avoir pour le moment. Il est très peu probable que le noyau externe de la Terre cesse de tourner de notre vivant, s'il le fait jamais. Nous sommes donc en sécurité de ce côté-là. Mais pour vraiment comprendre la Terre, il faudrait descendre à 6440 km sous la surface. Notre planète possède 4 couches principales, du centre jusqu'à la surface. Le noyau interne, le noyau externe, le manteau et la croûte. À l'exception de la croûte, personne n'a jamais exploré ces couches plus profondes en personne. Nous n'avons réussi à forer qu'à la modeste profondeur de 12 km. Et cela nous a pris 20 ans. Au centre même de la Terre se trouve le noyau interne, une boule métallique solide d'environ 1220 km de rayon, soit environ les 3/4 de la taille de la Lune. Il se trouve entre 6400 à 5200 km au-dessous de la surface. Composé principalement de fer et de nickel, ce noyau est incroyablement dense. Il tourne un peu plus lentement que le reste de la Terre et est extrêmement chaud, atteignant une température de 5400 degrés Celsius, comme à la surface du Soleil. La pression y est stupéfiante, plus de 3 millions de fois supérieure à la pression que nous ressentons à la surface. Certaines recherches suggèrent même qu'il pourrait y avoir un noyau encore plus petit et plus dense à l'intérieur du noyau interne, et il serait principalement constitué de fer. Le noyau externe est également composé de fer et de nickel, mais sous forme liquide. Il se trouve entre 5200 à 1000 km sous la surface. Sa chaleur provient principalement de la désintégration radioactive d'éléments comme l'uranium et le thorium qui provoquent un brassage du liquide, des courants massifs et turbulents. Ce mouvement crée des courants électriques qui génèrent le champ magnétique terrestre. Fait intéressant,
Le champ magnétique terrestre s'inverse environ tous les 200 à 300 000 ans, et les scientifiques tentent encore de comprendre pourquoi cela se produit. Le manteau est la couche la plus épaisse de la Terre, s'étendant sur près de 3000 km de profondeur. Il commence à environ 30 km sous la surface. Composé de fer, de magnésium et de silicium, il est dense, chaud et semi-solide. Pour l'imaginer, pensez à du caramel mou. Comme le noyau externe, le manteau circule également, mais il se déplace beaucoup plus lentement. Plus près de la bordure supérieure du manteau, entre 100 et 200 km sous terre, la chaleur est si intense qu'elle fait fondre la roche. Il en résulte une couche partiellement fondue, que l'on appelle l'asténosphère. Les géologues pensent que cette couche molle, chaude et glissante est ce qui permet aux plaques tectoniques de la Terre de se déplacer. Certains des diamants que nous trouvons sur Terre proviennent du manteau. La plupart d'entre eux se forment à des profondeurs supérieures à 200 km. Mais des diamants super profonds, beaucoup plus rares, peuvent se former à une profondeur de 700 km. C'est la kimberlite, une roche volcanique riche en magnésium, qui ramène ces diamants à la surface. La partie la plus externe du manteau, plus froide et plus rigide, se comporte davantage comme la croûte qui la recouvre. Ensemble, ces deux couches forment la lithosphère. Quant à la croûte elle-même, c'est la couche la plus externe de la Terre. Elle fait environ 40 km de profondeur et ne constitue qu'1% de la masse de notre planète. Et pourtant, elle abrite toute la vie connue dans l'univers. Le 26 janvier 1700, l'un des plus grands séismes de l'histoire a frappé la côte ouest des États-Unis. D'une magnitude de 9, il figure parmi les 10 séismes les plus puissants jamais enregistrés. Ce tremblement de terre a déclenché un tsunami gigantesque et a modifié à jamais le littoral, du sud de la Colombie-Britannique jusqu'au nord de la Californie. À l'époque, la région était peu peuplée. Cependant, grâce à des recherches minutieuses, les scientifiques ont pu reconstituer avec précision ce qui s'est passé ce jour-là, en examinant d'anciens registres géologiques, des cernes d'arbres et même certains documents historiques japonais. Le jour même du séisme, un tsunami gigantesque a également frappé la côte est du Japon. Pendant longtemps, personne n'a fait le lien entre ces deux événements, mais dans les années 1980 et 1990, des chercheurs ont réalisé que le tsunami du Japon avait été causé par le tremblement de terre du nord-ouest Pacifique. Ils ont également pu déterminer la date exacte, le 26 janvier 1700. Et ils ont même trouvé de vieux arbres sur la côte de l'État de Washington, qui avaient tous péri vers l'hiver 1700, ce qui correspondait parfaitement à la date du tremblement de terre. Le séisme provenait de la zone de subduction de Cascadia, une faille où la plaque Juan de Fuca glisse sous la plaque nord-américaine. Cette faille s'étend sur environ 1525 km, du nord de l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, jusqu'au cap Mendocino, en Californie. La pression exercée par les plaques en mouvement s'accumule au fil du temps, et tôt ou tard, un autre séisme dévastateur frappera cette région. Ce n'est qu'une question de temps. En examinant les archives géologiques, les dépôts laissés par les tsunamis passés et les signes de changement du niveau du sol, les scientifiques peuvent déterminer la fréquence de ces séismes de grande ampleur. Les responsables des plans d'urgence se préparent au prochain grand événement, qu'on appelle souvent le Big One. Les scientifiques estiment que les séismes dans la zone de subduction de Cascadia se produisent tous les 200 à 1000 ans. Et comme le dernier séisme majeur remonte à plus de 300 ans, le nord-ouest Pacifique devrait en subir un autre prochainement. Lorsqu'il se produira, il devrait être aussi puissant que celui de 1700. Mais cette fois-ci, il touchera environ 15 millions de personnes. Les dégâts seront considérables. Des bâtiments s'effondreront, des routes et des pistes d'atterrissage se fissureront, et des ponts s'écrouleront. Les communications avec l'extérieur seront coupées. Mais le pire dans tout cela, le séisme déclenchera un tsunami gigantesque qui pourrait frapper certaines parties de la côte de Washington en moins de 10 minutes. La question n'est pas de savoir si la zone de subduction de Cascadia va se rompre, mais quand. Lorsque cela se produira, ce sera la pire catastrophe que les États-Unis aient jamais connue, pire que l'ouragan Katrina ou la supertempête Sandy. Une zone immense sera touchée, du sud de la Colombie-Britannique jusqu'à l'Oregon et au nord de la Californie. Cela signifie que des millions de personnes seront affectées.
Fairchild est considérée comme une zone de rassemblement secondaire, en cas de catastrophe naturelle, la principale étant l'aéroport international de Grant County à Moses Lake. Pour ceux qui survivront au séisme et aux tsunamis initiaux, il se peut que les suites de l'événement soient tout aussi désastreuses. Des répliques suivront et les transports seront paralysés. Les routes seront endommagées ou complètement bloquées. Les aéroports seront fermés et la plupart des axes principaux, comme l'autoroute Interstate 5, verront leurs ponts détruits. Cela signifie que l'approvisionnement en nourriture et en eau sera coupé et qu'il sera extrêmement difficile pour les secours d'arriver sur place, ou pour les personnes de s'échapper. Les gazoducs seront très probablement endommagés eux aussi, et leur réparation pourrait prendre de quelques jours à l'intérieur des terres à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le long de la côte. Les coupures d'électricité seront généralisées dans un rayon de 160 km autour de la côte, dans toute la région du nord-ouest Pacifique, et l'approvisionnement en eau pourrait être interrompu pendant 3 à 7 mois. Même les télécommunications seront coupées pendant 2 à 3 mois dans cette zone, mais aussi en Alaska et dans certaines parties de l'Asie de l'Est. La bonne nouvelle pour l'Est de l'État de Washington est qu'il sera en grande partie épargné grâce aux barrières naturelles. Le tsunami pourrait toucher les gorges du Columbia, mais il perdra rapidement de sa puissance en raison d'un banc de sable sous le fleuve. La chaîne des cascades absorberont une grande partie de l'impact du séisme, de sorte que l'Est ne le ressentira pas aussi fortement. Et comme cette zone de l'État de Washington ne sera pas aussi durement touchée, c'est à elle qu'il reviendra de gérer les conséquences du séisme. Cela signifiera aider l'ouest de l'État, accueillir les réfugiés des zones détruites et acheminer les secours là où ils seront nécessaires. Les scientifiques ont étudié d'autres séismes majeurs de magnitude 8 à 9, comme ceux du Chili en 1960, de l'Alaska en 1964, de Sumatra en 2004 et du Japon en 2011. Ce type de séisme peut faire trembler le sol pendant 6 à 10 minutes, ce qui est très long. Ces séismes sont extrêmement violents car ils se produisent près de la surface de la Terre. Il ne s'agit donc pas d'une secousse rapide, mais d'une secousse longue et forte qui peut causer d'importants dégâts. Si le séisme et le tsunami de Cascadia se produisaient demain, plus de 13 800 personnes pourraient perdre la vie et environ 107 000 personnes pourraient être blessées. Les pertes économiques dans les États de Washington, de l'Oregon et de Californie pourraient en dépasser les 70 milliards de dollars. Pour mettre ces chiffres en perspective, nous pouvons les comparer à ceux d'autres séismes majeurs. Lors du tremblement de terre de 1960 au Chili, environ 1650 personnes ont perdu la vie. Le séisme de 1964 en Alaska a fait environ 140 victimes. Le tremblement de terre et le tsunami de 2004 à Sumatra ont coûté la vie à environ 280 000 personnes. Et le tremblement de terre et le tsunami de 2011 au Japon ont fait plus de 20 000 victimes. Les autorités connaissent les dangers de la faille de Cascadia. Cependant, malgré toutes les mesures prises, personne ne peut prédire avec certitude ce qui sera nécessaire lorsque le grand séisme frappera. Immédiatement après le séisme et le tsunami, les zones situées en dehors de la zone sinistrée immédiate ne pourront pas apporter beaucoup d'aide, car les routes et les aéroports seront détruits et les ressources seront limitées. Comment pouvons-nous faire face à ce type de catastrophe et à ses conséquences? Nous n'avons pas encore toutes les réponses. Pour l'instant, concentrons-nous sur la zone de subduction de Cascadia. Il s'agit d'une immense faille qui s'étend sur environ 1000 km, de l'île de Vancouver au cap Mendocino en Californie, à environ 150 km au large des côtes. C'est comme si une plaque tectonique glissait lentement sous une autre. Lorsque les plaques sont proches de la surface, à environ 30 km de profondeur ou moins, elles se bloquent à cause de la friction, un peu comme lorsque l'on pousse deux pierres l'une contre l'autre. Au fil du temps, cela crée une forte pression. Lorsque la pression devient trop forte, les plaques glissent, provoquant un tremblement de terre de grande ampleur. C'est ce qu'on appelle un séisme de méga-subduction, qui peut être très violent. Sous la zone où les plaques sont coincées, il existe une zone où les plaques se déplacent très lentement. On parle de quelques centimètres tous les quelques mois. Ce mouvement lent permet de libérer une partie de la pression, mais il augmente également la pression sur les parties de la faille qui sont encore coincées. Cela signifie qu'avec le temps, les risques d'un tremblement de terre majeur augmentent. Ces séismes importants, qu'on appelle grands séismes de zone de subduction, peuvent atteindre une magnitude supérieure à 8,5. Les méga-séismes sont les plus grands séismes qui puissent se produire.
Ils peuvent dépasser une magnitude de 9, ce qui est incroyablement puissant. Pour vous donner une idée, un séisme de magnitude 9 libère 1000 fois plus d'énergie qu'un séisme de magnitude 7 et 1 million de fois plus qu'un séisme de magnitude 5. Ces séismes se produisent lorsqu'une forte pression s'accumule dans une partie de la faille qui est bloquée, ce qui signifie que les plaques ne peuvent pas se déplacer les unes par rapport aux autres. Lorsque cette pression devient trop forte, la faille finit par se rompre, libérant toute l'énergie accumulée en une seule secousse massive. La zone de subduction de Cascadia est extrêmement longue. C'est pourquoi, si elle venait à se rompre d'un seul coup, elle pourrait provoquer un tremblement de terre gigantesque. Les scientifiques ont étudié cette région et ont découvert qu'à environ 29 km sous la surface, la faille est complètement bloquée. Les plaques ne glissent pas les unes sur les autres à cet endroit, mais plus en profondeur, les plaques commencent à glisser plus facilement, ce qui réduit les frottements. C'est important, car cela nous indique la quantité de tension qui s'accumule dans cette zone bloquée et le risque qu'il survienne un jour, un séisme majeur. Je ne souhaite pas vous inquiéter, mais un phénomène étrange s'est produit dans les profondeurs de l'espace. Il s'agit d'une explosion plus brillante que des milliards de soleils. Cependant, le véritable mystère réside dans le fait que ce phénomène ne correspond à rien de ce que les astronomes ont observé jusqu'à présent. Habituellement, les événements cosmiques de ce type suivent des schémas familiers. Ce n'est pas le cas ici. Il s'agit d'une anomalie cosmique. Cette étrange explosion cosmique a laissé les astronomes totalement perplexes. Il pourrait s'agir d'un événement extrêmement rare, le fruit d'une parfaitement coïncidence, ou bien de quelque chose de complètement nouveau et inédit. Cet événement a été détecté pour la première fois par un télescope spatial à rayons X appelé Einstein Probe le 8 avril 2024. Au début, il semblait s'agir d'un sursaut gamma classique. Ils émettent généralement des rayons X incroyablement brillants. Mais la réponse pouvait-elle vraiment être aussi simple? Quelque chose ne collait pas. Les sursauts gamma sont les explosions les plus puissantes de l'univers et peuvent se produire de manière inattendue. Les sursauts de longue durée sont causés par la mort d'étoiles massives qui tournent à une vitesse incroyable. Lorsque ces étoiles épuisent leur combustible, leur cœur s'effondre sous l'effet de la gravité, formant un objet extrêmement dense, comparable à un trou noir. Simultanément, les couches externes de l'étoile sont projetées au loin. On appelle cela une supernova. Les sursauts gamma sont suivis de jets. Il s'agit de deux faisceaux de matière qui jaillissent des côtés opposés de l'objet qui s'effondre. Ils sont extrêmement rapides, atteignant presque la vitesse de la lumière. Ces jets nous semblent plus brillants lorsqu'ils sont dirigés directement vers nous. C'est comme avec une lampe torche. Elle est plus lumineuse lorsqu'on la pointe vers soi. Mais revenons à notre étrange explosion cosmique. Vous vous souvenez que je vous ai dit que quelque chose ne collait pas? C'était il y a seulement 45 secondes. Le problème, c'est que lorsque plusieurs télescopes ont observé cet événement dans différentes longueurs d'onde, ultraviolets, optiques, proches infrarouges, radio, rayons X, rayons gamma, etc., ils ne correspondaient à aucun type d'événement connu. Selon les recherches actuelles, l'explication la plus probable est que cette explosion est le résultat d'une naine blanche déchirée par un trou noir de taille moyenne. Mais ce n'est pas si simple. Les trous noirs sont des zones de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. C'est pourquoi on les appelle des trous noirs. On pense que les étoiles, dont la masse est au moins 3 fois supérieure à celle de notre Soleil, peuvent s'effondrer sous leur propre gravité une fois qu'elles ont épuisé leur combustible stellaire. Lorsqu'une étoile contient autant de masse dans un espace aussi restreint, sa gravité devient si puissante qu'elle force tout, y compris les atomes, à se comprimer. Cette densité intense conduit à la formation d'un trou noir. Lorsqu'une naine blanche est déchirée par un trou noir de taille moyenne, il en résulte un jet de matière à grande vitesse qui peut être dirigé directement vers la Terre. Cette catastrophe spatiale pourrait-elle donc être à l'origine du mystérieux événement dont nous parlons? Malheureusement, même si elle coche les cases de plusieurs phénomènes, dont celui impliquant une naine blanche, elle ne répond pas à tous les critères. La courte durée et la forte luminosité de l'événement sont difficiles à expliquer à l'aide des scénarios que nous avons à notre disposition. Cela signifie-t-il que nous avons découvert quelque chose de complètement nouveau? L'univers fourmille de flashs énergétiques causés par des explosions d'étoiles, des trous noirs, des supernovas, des engloutissements stellaires et ainsi de suite. Les astronomes déterminent généralement la nature de ces événements en analysant leur durée, leur fréquence, leur source et la combinaison spécifique des longueurs d'onde qu'ils émettent. Mais je dois dire quelques mots sur l'instrument qui a découvert cette anomalie spatiale.
L'Einstein Probe est un projet de télescope spatial à rayons X dirigé par l'Académie chinoise des sciences en collaboration avec l'Agence spatiale européenne et l'Institut Max Planck de physique extraterrestre. Ce projet vise à étudier les événements spatiaux à haute énergie sur une longue période. Son objectif principal est de trouver des trous noirs inactifs et de comprendre comment la matière y tombe en repérant les sursauts de rayons X produits par ces événements. L'Einstein Probe espère également capter les signaux électromagnétiques provenant d'événements qui provoquent des ondes gravitationnelles, comme la fusion de neutrons. Il surveille également l'ensemble du ciel, afin de détecter toutes sortes d'explosions et de suivre les sources de rayons X déjà connues. Après l'observation de ce flash ultralumineux par l'Einstein Probe, l'événement a également été observé par plusieurs autres télescopes terrestres et spatiaux, notamment NuSTAR, SWIFT, Gemini, Keck, la Dark Energy Camera, le Very Large Array, l'Australia Telescope Compact Array et le Neutron Star Interior Composition Explorer. À partir de toutes ces données, les astronomes ont reconstitué les caractéristiques de l'événement, mais cela n'a pas permis de clarifier la situation. Au contraire, cela n'a fait qu'épaissir le mystère. Cet événement s'est manifesté sous forme de rayons X pendant les 10 premières secondes, puis s'est stabilisé pendant environ 4 jours avant de s'éteindre rapidement en l'espace d'une journée. Cette durée est beaucoup plus longue que celle des sursauts gamma classiques, qui duraient généralement de quelques millisecondes à plusieurs heures. Cependant, elle n'était toujours pas suffisante pour correspondre à d'autres catégories connues. La luminosité de l'événement en rayons X était également inhabituelle. Elle était trop intense pour certains types de phénomènes, mais pas assez pour d'autres. Le plus intriguant est que le Very Large Array n'a détecté aucune émission radio provenant de la source lorsqu'il l'a observée 11 jours, 158 jours et 258 jours après le premier flash. Normalement, lorsqu'un phénomène aussi brillant dans les rayons X dure aussi longtemps, il est généralement associé à un équivalent radiolumineux. Mais dans ce cas, aucun signal radio n'a été détecté, ce qui est très étrange et renforce le mystère. Les astronomes n'ont pas abandonné et ont envisagé plusieurs autres possibilités, comme les transitoires optiques bleus rapides. Il s'agit d'une nouvelle classe d'explosion qui libère d'énormes quantités d'énergie et projette de la matière dans l'espace à des vitesses incroyablement élevées. Ces sursauts sont si puissants qu'un F-boat peut être 10 fois plus puissant qu'une supernova ordinaire. Les transitoires optiques bleus rapides ressemblent à des explosions de supernova, mais ils sont beaucoup plus rapides. Ils s'embrasent et s'éteignent beaucoup plus rapidement que les supernovas classiques. Ils sont également beaucoup plus chauds, ce qui rend leur lumière plus bleue que celle des autres supernovas. Comme ces explosions se produisent très rapidement, il est difficile de déterminer leur cause. En janvier 2019, les astronomes ont réduit les causes possibles à 2. Un trou noir absorbant une naine blanche ou un type rare de supernova conduisant à la formation d'une étoile à neutrons ou d'un trou noir. Une autre explication de cette mystérieuse explosion spatiale, que les astronomes considèrent comme la plus probable, est un phénomène de perturbation gravitationnelle. Cela se produit lorsqu'un trou noir avale une étoile, provoquant un flash lumineux. Lorsqu'une étoile s'approche trop près d'un trou noir supermassif, elle ne s'en échappe pas facilement. Les puissantes forces gravitationnelles du trou noir déchirent l'étoile, la brisant et l'attirant vers l'intérieur. Ces restes se transforment en un flux de débris, qui tombe vers le disque d'accrétion du trou noir. Cependant, avant que les débris ne se déposent dans le disque, ils passent au-delà du trou noir en suivant une trajectoire elliptique, avant d'être ramenés vers lui. À un moment donné de cette trajectoire, les débris entrent en collision violente avec d'autres parties de l'étoile qui sont attirées vers le trou noir, et c'est à ce moment-là que nous commençons à observer les premières émissions. Dans certains cas rares, les événements de rupture par effet de marée créent d'énormes jets de matière qui jaillissent des pôles du trou noir. Si ces jets pointent directement vers la Terre, nous pouvons observer les traces de l'événement. Cela ressemble souvent à un trou noir de masse intermédiaire en train de dévorer une étoile naine blanche. Cependant, il devrait encore y avoir des émissions radio provenant du jet d'un événement de rupture par effet de marée. La raison pour laquelle aucune n'a encore été détectée pourrait s'expliquer par le fait que l'événement a probablement été observé trop tôt. Des études précédentes suggèrent qu'il peut s'écouler des centaines, voire des milliers de jours, avant que la matière du jet ne ralentisse suffisamment pour commencer à émettre des signaux radio. Si de futures observations détectent des émissions radio, cela pourrait aider à résoudre le mystère.
Mais s'il n'y a pas de signaux, cela pourrait signifier qu'il s'agit d'un sursaut gamma très inhabituel ou de quelque chose de complètement nouveau que nous n'avons jamais vu auparavant.